La richesse. Ralph Waldo Emerson. Sitôt qu'un étranger est présenté à une compagnie quelconque, la première question que tout le monde se pose, c'est comment cette personne gagne-t-elle sa vie? Et avec raison, car un être humain n'est pas achevé tant qu'il ne sait pas comment trouver un moyen d'existence irréprochable. La société est inhumaine si elle ne permet pas à un individu besogneux de trouver un gagne-pain honnête. Chaque individu est un consommateur et il doit être un producteur. Son existence ne rendra pas le monde meilleur s'il se contente de payer ses dettes sans ajouter à la richesse commune. Non plus qu'il ne rend justice à son intelligence s'il n'exige pas davantage qu'une simple subsistance. Il est par essence coûteux et il doit être riche. La richesse provient de l'utilisation intelligente des moyens offerts par la nature à partir des coups de pelle les plus maladroits jusqu'aux plus récents secrets de l'art. Il existe un lien étroit entre la pensée et les réalisations de tout genre, parce que les choses mieux organisées équivalent à de nombreuses heures de travail brut. Les forces et la résistance sont du domaine de la nature, mais l'esprit agit en prenant les choses du lieu où elles abondent pour les ramener là où elles sont désirables, en les combinant intelligemment, en les transformant en habiletés pratiques et en créant des valeurs plus élevées par l'entremise des beaux-arts, de l'éloquence, du chant et l'évocation des souvenirs. La richesse, c'est la mise en application de la pertinence de l'esprit aux choses de la nature. Et la manière de s'enrichir, ce n'est pas en produisant et encore moins en épargnant, mais en structurant une meilleure organisation au moment opportun et au bon endroit. Un individu possède de plus longs bras et de plus longues jambes, un autre s'intéresse aux cours d'eau et à la croissance des marchés, là où la terre est recherchée, il défriche une clairière, se couche et se réveille riche. La vapeur n'est pas plus puissante qu'elle était 100 ans auparavant, sauf qu'elle est utilisée à meilleur escient. Un type astucieux qui avait compris la force d'expansion de la vapeur l'a répandue en Amérique et à l'étranger. Le charbon gisait dans les saillies souterraines depuis le déluge jusqu'à ce qu'un cultivateur le ramène à la surface avec son pic et son treuil. On a bien pu l'appeler diamant noir, car chaque panier représentait à la fois l'énergie et la civilisation parce que le charbon constituait une sorte de climat transposable. Il transportait la chaleur des tropiques au Labrador et au cercle polaire, et il offrait les moyens de se transporter lui-même là où on souhaitait l'avoir. Watt et Stevenson ont murmuré leur secret dans l'oreille de l'humanité, à savoir que 15 grammes de charbon pouvaient tirer plus de 1800 kilos de marchandises sur 1,6 km. Et le charbon a transporté le charbon par voie ferrée et par bateau pour rendre le Canada aussi chaud que Calcutta, et son confort a permis le développement de la puissance industrielle. Lorsqu'un fermier ramasse ces pêches qui tombent des arbres et les amène à la ville, elles prennent une apparence nouvelle et valent le centuple de celles qui ont poussé sur la même branche et qui ont été abandonnées au sol. L'art du marchand, c'est de transférer un produit de sa source d'abondance vers l'endroit où il prend une grande valeur. La richesse commence sous un toit étanche qui protège de la pluie et du vent, un bon réservoir d'eau douce en abondance, 2 habits pour se changer lorsque l'un est mouillé, une demeure chauffée, un bon éclairage et 3 repas par jour, la possibilité de se déplacer par terre ou par mer, des outils pour travailler et des livres à lire. Ainsi, en utilisant au mieux les outils et les moyens qui permettent d'exploiter au maximum nos capacités, c'est comme si on ajoutait des pieds et des mains, des yeux et de l'énergie, comme si on allongeait les journées, comme si l'on déployait plus de connaissances et de zèle. La richesse provient des choses de première nécessité, et nous devons nous rappeler la loi d'airain que la nature nous prescrit dans les climats nordiques. Elle exige d'abord que chaque homme assure sa subsistance. Si heureusement pour lui, ses ancêtres ne lui ont pas laissé d'héritage, il doit travailler, et soit en diminuant ses besoins ou en augmentant ses gains, il s'épargnera la souffrance et les insultes par lesquelles la nature force le mendiant à mentir.
Autrement, la nature ne lui laisse aucun repos. Elle le tourmente, le raille, le prive de chaleur, de gaieté, de sommeil, d'amis et de clarté, jusqu'à ce qu'il lutte pour gagner sa propre pitance. C'est alors que, de façon moins péremptoire, mais toujours avec vigueur, elle le pousse à se procurer des biens propres. Chaque entrepôt, chaque vitrine, chaque arbre fruitier le sollicite à toute heure et font appel à sa volonté et à son caractère pour qu'il s'accorde des gratifications. Il est inutile de se défendre de son envie de se récompenser. Les philosophes ont prétendu que la grandeur de l'individu se mesurait à la simplicité de ses désirs. Mais un individu peut-il se contenter d'une hutte avec une poignée de pois secs? Il est né pour être riche. Il est complètement habité par ses désirs. Ses appétits et ses fantaisies l'incitent à vouloir conquérir une part ou l'autre de la nature, jusqu'à ce qu'il trouve son bien-être en profitant de sa terre et parfois de celle des autres. En plus d'un crouton de pain et un toit, la richesse nécessite la liberté d'action dans la ville et sur la planète, la possibilité de voyager, la machinerie, les bienfaits de la science, de la musique et des beaux-arts, la culture la plus raffinée et la compagnie la plus agréable. Il est alors l'homme riche qui peut profiter des talents de tous les hommes. Il devient l'homme le plus riche, celui qui sait tirer parti des labeurs du plus grand nombre, le labeur des hommes de pays lointains et ceux des temps anciens. L'analogie est la même entre la soif et l'eau de la rivière que celle entre l'homme dans sa plénitude et la nature dans sa globalité. Les éléments sont à son service. La mer, qui baigne l'équateur et les pôles, lui offre jour après jour ses moyens périlleux pour déployer ses talents et son audace, avec le pouvoir et les conquêtes qui s'ensuivent. « Prends garde à moi, dit-elle, mais si tu arrives à me maîtriser, je suis la clé d'accès à toutes les contrées. » Le feu offre pour sa part autant de pouvoir. Le feu, la vapeur, l'éclairage, les appareils de chauffage, les substrats rocheux, les mines de fer, de plomb, de mercure, d'étain et d'or, toutes les ressources forestières, les fruits de tous les climats, les animaux de tous les habitats, l'efficacité des labours, les laboratoires chimiques, le tissage de la toile, le tirant des locomotives, les brevets des ateliers d'usinage, toutes les choses prestigieuses ou ordinaires, les minéraux, les carburants, les ondes, les passions, la guerre, le commerce, les régimes politiques, sont autant d'alliés naturels. Et chaque individu choisira les moyens qui lui conviennent selon les aptitudes dont il dispose. L'univers est son coffre à outils, et il obtient de bons résultats, soit parce que ses connaissances sont tellement approfondies qu'elles forment une sorte d'amalgame avec la nature, ou à cause du sérieux avec lequel il aborde les choses. Les peuplades fortes le sont à ces conditions. Les Saxons ont été les grands marchands du monde pendant des siècles. Ils ont dominé la course avec aucun autre moyen que le mérite de leur indépendance personnelle et sa modalité particulière, l'indépendance financière. Aucun besoin de pain et de jeu fourni par l'État, de système de clans, de mode de vie patriarcal associé aux revenus d'un chef, d'alliance matrimoniale ou de clientélisme. Chaque homme devait payer sa part de prix. Les Anglais sont prospères et pacifiques avec leur façon de considérer que chaque individu doit voir à ses propres besoins et qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il ne maintient pas ou n'améliore pas son statut dans la société. Le domaine de l'économie touche la morale en ce sens qu'il va de soi que l'indépendance d'un homme doit être assurée. La pauvreté décourage. Un homme endetté est de fait un esclave. Wall Street pense qu'il est facile pour un millionnaire de respecter sa parole, d'être un homme honorable, sauf que dans un marché défavorable, on ne peut pas compter sur l'intégrité de quiconque. Et lorsque dans tous les hôtels et les palaces de l'ensemble des capitales de l'Atlantique, l'on observe les habitudes de dépenses, la débauche des sens, l'absence d'attachement, l'esprit de clan, la sympathie de toutes sortes, on constate que si un individu est acculé au mur, ses chances d'intégrité sont terriblement diminuées. Comme si la vertu était un luxe réservé à une minorité, ou encore, comme le disait Burke, un marché presque trop considérable pour l'humanité.
Il peut faire l'inventaire de ses besoins et de ses plaisirs selon les critères que bon lui semble, mais s'il souhaite le pouvoir et la liberté de penser, le choix de sa destinée et un monde à sa convenance, il doit accorder ses désirs aux moyens dont il dispose pour les satisfaire. Le courage consiste à s'efforcer de faire au mieux ce qu'il nous est possible de faire. Le monde est rempli de dandys qui n'ont jamais rien accompli et qui ont convaincu des hommes et des femmes de génie de porter leur couleur et de répandre l'idée qu'il n'est pas respectable de gagner sa vie, qu'il est plus honorable de profiter de ses seuls privilèges. Cette doctrine de charlatan est aussi répandue par des gens éclairés, car l'homme sage n'est pas toujours réfléchi. Pour une opinion raisonnable, il se laissera aller 5 fois à son humeur ou à ses penchants. Le travailleur courageux qui pourrait témoigner de cette sensibilité dans son comportement doit, s'il n'y succombe pas, remplacer la grâce ou l'élégance par le mérite du travail accompli. Peu importe qu'il produise des souliers, des statues ou des lois. C'est le propre de tout travail humain bien fait d'investir l'auteur d'une certaine audace, désinvolture, fierté, hardiesse. Il peut se permettre de ne pas faire de concessions, la qualité de son travail témoignant en sa faveur. Le mécanicien, derrière son établi, affiche un air calme et des manières assurées et traite d'égal à égal avec des hommes de n'importe quelle condition. L'artiste a rendu son tableau si réaliste qu'il déconcerte la critique. Le cas du jeune avocat était pitoyable dans une dérisoire défense de chicane de voisins, sauf que le jeune homme déterminé y voyait une ouverture pour y river un clou, si bien que l'insignifiance de la cause fut vite oubliée au profit de l'énergie et de la ténacité du jeune avocat. La société dans les grandes villes est frivole et la richesse est un jouet. La vie de plaisir est si ostentatoire qu'un observateur superficiel doit croire que c'est la meilleure utilisation convenue de la richesse, et quoi qu'on prétende, elle finit par pervertir. Mais si c'était l'utilisation principale du capital excédentaire, cela nous amènerait en peu de temps aux barricades, aux villes brûlées et aux fusils. Les individus sensés considèrent la richesse comme l'assimilation de la nature à eux-mêmes, la conversion de la sève et des sucs de la planète à la conception et à la poursuite de leurs plans. Ils veulent le pouvoir, pas des friandises, le pouvoir d'exécuter leurs plans, le pouvoir de concrétiser leurs pensées et lui donner forme, ce qui pour un individu clairvoyant apparaît comme la finalité de l'univers et une façon de bien utiliser toutes ses ressources. Ces individus parlent de leurs projets un peu partout et demandent à tout le monde d'y croire en pensant à toutes les réalisations antérieures qui au départ semblaient utopiques. Ce génie spéculatif est la folie de quelques-uns pour conquérir le monde. Les projecteurs sont sacrifiés, mais le public est le gagnant. Chacun de ces idéalistes deviendrait tyrannique s'il était seul à faire valoir ses idées. Heureusement, il rencontre d'autres spéculateurs aussi ambitieux que lui qui le contrarient. L'équilibre est préservé par ces réactions contrastées et l'approvisionnement de chacun, quel qu'il soit, est limité par la même loi qui maintient la proportion dans l'approvisionnement de toutes les richesses naturelles. Être riche, c'est avoir un billet d'entrée pour les chefs-d'œuvre et les maîtres de chaque courant. C'est avoir la mer pour voyager, le loisir de visiter les montagnes, le Niagara, le Nil, le désert, Rome, Paris, Constantinople. De voir des galeries d'art, des bibliothèques, des musées, des usines. Les riches accaparent une part plus grande du monde dans la vie de l'homme. Le monde appartient à celui qui a de l'argent pour le dépasser. Il arrive au bord de la mer et un somptueux navire a tapissé pour lui le ciel orageux, et on a fait un hôtel luxueux au milieu des horreurs des tempêtes. Les Perses disent
Celui qui a les moyens de se bien chausser se comporte comme si toute la terre était couverte de cuir. On dit que les rois ont de longs bras, mais chaque homme devrait avoir de longs bras et devrait arracher sa vie, ses instruments, sa puissance et son savoir du soleil, de la lune et des étoiles. Ne serait-il pas légitime de souhaiter être riche de cette façon? Pourtant, je n'ai jamais vu un homme riche. Je n'ai jamais vu un homme aussi riche que tous les hommes devraient l'être ou avec une maîtrise suffisante de la nature. La prédication et la presse ont de nombreux lieux communs en dénonçant la soif de richesse. Mais si les hommes prenaient au mot ces moralistes et abandonnaient l'idée d'être riches, les moralistes se hâteraient de ranimer à tout hasard cet amour du pouvoir dans le peuple, de peur que la civilisation ne meure. Les hommes sont poussés par leurs idées à acquérir le commandement de la nature. La culture de la richesse date de loin, de César, des rois de France, des grands ducs de la Toscane et d'Angleterre, et des grands propriétaires partout dans le monde. Il est de l'intérêt de tous les hommes qu'il y ait de grands musées comme le Louvre ou le Vatican et d'autres, des œuvres d'art remarquables, des jardins spectaculaires. Les grandes expéditions d'exploration ont rendu la navigation plus sécuritaire. Ce sont des développements importants pour le bien commun. La richesse ne doit pas seulement servir les intérêts et les besoins individuels. Ces excédents doivent exister en dehors du contrôle des individus. Selon Goethe, personne ne devrait être riche, sauf ceux qui le comprennent. Certains hommes sont nés pour posséder et peuvent disposer utilement de tous leurs biens. Les autres en sont incapables. Leur possession est sans élégance et semble être un compromis de leur caractère. Ils donnent l'impression de voler leurs propres dividendes. Ceux qui thésaurisent et cachent ne devraient pas être les possédants. La richesse devrait être le lot de ceux dont le travail ouvre un chemin pour tous. Car l'homme est riche quand le peuple est riche de l'accès aux chefs-d'œuvre de l'art et de la nature. C'est le problème de la civilisation. Le socialisme de nos jours a rendu de bons services en incitant les hommes à réfléchir à la façon dont certains avantages civilisateurs, dont seuls les riches peuvent bénéficier, peuvent être appréciés de tous. Il y a beaucoup d'articles bons pour l'usage occasionnel que peu d'individus peuvent posséder. Tout homme veut voir l'anneau de Saturne, les satellites et les ceintures de Jupiter et de Mars, les montagnes et les cratères de la Lune, mais peu ont les moyens d'acheter un télescope, et de ceux-là qui voudraient s'en encombrer. Il en est ainsi des appareils électriques et chimiques et de beaucoup de choses semblables. Chaque homme peut avoir l'occasion de consulter des livres sans vouloir les posséder, tels que des encyclopédies, des dictionnaires, des tableaux, des cartes et d'autres documents publics. Si des propriétés de ce genre appartenaient à des États, à des villes et à des institutions d'enseignement, elles rapprocheraient les liens de voisinage. Une ville existerait dans un but intellectuel. En Europe, où les formes féodales assurent la permanence de la richesse dans certaines familles, ces familles achètent et conservent ces biens et les ouvrent au public. Mais en Amérique, où les institutions démocratiques divisent chaque domaine en petites portions après quelques années, le public devrait pouvoir prendre la place de ses propriétaires et fournir cette culture et cette inspiration aux citoyens. L'homme était né pour être riche ou devenait inévitablement riche par l'usage de ses facultés, par l'union de la pensée avec la nature. La propriété est une production intellectuelle. Le jeu exige de la fraîcheur, du bon raisonnement, de la promptitude et de la patience chez les joueurs. Le travail cultivé chasse le travail brutal. Au cours des siècles, un nombre infini d'hommes perspicaces sont arrivés à certaines façons de faire meilleures et plus rapides. Et cette habileté accumulée dans les arts, les cultures, les récoltes, les confections, les manufactures, la navigation, les échanges, constitue aujourd'hui la valeur de notre monde. Les affaires, c'est un jeu d'adresse qui n'est pas à la portée de tout le monde. Seuls quelques-uns peuvent s'y adonner. Le marchand arrivé est celui qui possède une juste proportion de talent que l'on appelle le bon sens. Un homme avec une forte affinité pour les faits, un homme qui prend ses décisions en fonction de ce qu'il a vu.
Il est entièrement persuadé des vérités de l'arithmétique. Chez un individu, il y a toujours une cause à sa bonne ou mauvaise fortune. Il en est de même quand il s'agit de faire de l'argent. Les gens en parlent comme si cela tenait du prodige, et ils croient à la magie dans toutes les sphères de l'existence. Le marchand arrivé sait que tout fonctionne selon la vieille méthode, livre par livre, cent par cent, pour chaque atteinte de résultat une véritable cause, que la chance n'est qu'un autre nom pour la ténacité dans la poursuite du but. Il s'assure de chaque transaction, et il approuve les gains modestes et assurés. La probité et la réalité des faits constituent une base, mais les maîtres dans l'art y ajoutent une certaine longueur de calcul. La difficulté est d'associer de nombreuses opérations lointaines avec l'exactitude et le respect des faits, ce qui est commode dans le cas de gains faibles et récents pour en arriver à des résultats spectaculaires sans compromission sur la sécurité. Napoléon aimait raconter cette histoire de banquier marseillais qui avait dit à son visiteur, surpris du contraste entre la splendeur du château du banquier et de son hospitalité et la modicité de la salle de comptage où il l'avait vu. « Jeune homme, vous êtes trop jeune pour comprendre la formation des masses. Le véritable et le seul pouvoir, qu'il s'agisse de l'argent, de l'eau ou des hommes, se crée toujours de la même façon. Une masse est un immense centre de mouvement, mais il doit être déclenché et il doit être poursuivi. » Et il aurait pu ajouter que la façon de le déclencher et de le poursuivre, c'est par la conformité aux lois des particules. Le succès consiste en une application fidèle des lois du monde, et comme ces lois sont d'ordre intellectuel et moral, elles font appel à une obéissance intellectuelle et morale. L'économie politique témoigne tout aussi bien de la vie de l'individu et de l'ascendant des lois sur tous les pouvoirs privés et hostiles que n'importe quelle Bible qui nous est parvenue. L'argent est représentatif et il tire parti de la nature et des chances de son propriétaire. Le billet de banque est un indicateur significatif des changements politiques, sociaux et moraux. Le fermier convoite son argent et il a raison. Il n'est pas question d'y renoncer. Il sait quel abattage de tâches cela représente. La douleur de ses os lui rappelle le prix de sa journée de labeur. Il sait quelle superficie de terre elle représente, combien de pluie, de gel et d'ensoleillement. Il est conscient que pour le dollar reçu, il vous a donné beaucoup de sagesse et de patience, de sarclage et de battage. Essayez de sous-peser ce dollar et vous sentirez tout ce poids. Dans la ville où l'argent découle d'un trait de plume ou d'une hausse fortunée à la bourse, on en vient à le considérer comme facile. Je souhaite que l'agriculteur le considère davantage et ne le dépense que pour son véritable intérêt, comme un échange de poids. Le dollar du fermier pèse lourd, celui du dépensier est léger et désinvolte, il bondit de sa poche, saute sur une carte et sur les tables de jeu. Mais plus curieux encore, c'est sa sensibilité aux changements métaphysiques, c'est le plus précis baromètre des agitations sociales. Il annonce les révolutions. Chaque étape du progrès civil fait en sorte que le dollar de tout individu prend de la valeur. En Californie, là où j'ai grandi, qu'est-ce qu'il achèterait? Il y a des années, il aurait acheté une cabane, la dysenterie, la faim, la mauvaise compagnie et le crime. Il y a de vastes contrées, telles la Sibérie, où il ne servirait à rien d'autre aujourd'hui qu'à un piètre allègement de la souffrance. À Rome, il procurerait la beauté et la splendeur. Autrefois, à Boston, un dollar ne valait pas grand-chose. Aujourd'hui, dans nos vieilles villes, il vaudrait immensément plus, grâce à la voie ferrée, au télégraphe, aux bateaux à vapeur et à la croissance actuelle de New York et de tout le pays. Toutefois, de nombreuses grandes villes possèdent des biens impossibles d'acquisition, même avec des fortunes colossales. Un dollar en Floride n'a pas la même valeur qu'au Massachusetts. Un dollar ne constitue pas une valeur,
mais la représentation d'une valeur, et à la fin de valeurs morales. Un dollar est évalué selon le blé qu'il peut acheter ou, strictement parlant, non pas pour le blé lui-même ou l'espace qu'il occupe, mais pour l'intelligence, la conscience et la capacité de se nourrir et d'habiter des lieux de partage et d'influence. La richesse est mentale. La richesse est morale. Le dollar n'achète que des choses. Sa valeur augmente avec tout le génie et le mérite du monde. Un dollar dans une université vaut davantage qu'un dollar en prison. Dans une collectivité modérée, scolarisée et respectueuse des lois, il vaut plus que dans certains abîmes de criminalité où les dés, les couteaux et les stupéfiants sont constamment en jeu. La détection de transactions est une fonction utile. Cependant, le dollar actuel, en argent ou en papier, est en soi un détecteur du bien et du mal là où il circule. N'est-il pas instantanément bonifié par l'augmentation des capitaux propres? Dans certains États, si un commerçant refuse de vendre son vote ou adhère à un droit odieux, il gagne tellement plus d'actions. Et chaque parcelle de cet État augmente de valeur dans l'heure qui suit son action. Si vous enlevez d'une rue principale les 10 marchands les plus honnêtes pour les remplacer par 10 canailles pour contrôler le même capital, les taux d'assurance le reflèteront, la solvabilité des banques en témoignera, les autoroutes seront moins sécuritaires, les écoles le ressentiront, les enfants apporteront une petite dose de poison à la maison. Le juge occupera une position moins confortable sur son banc, et ses décisions seront moins impartiales. Il aura tant perdu du soutien et des contraintes dont nous avons tous besoin que le tribunal le manifestera par une règle de vie plus laxiste. Un pommier finira par s'en apercevoir si tous les jours, pendant un certain temps, vous prélevez une pelletée de limon à ses racines pour la remplacer par la même quantité de sable. Un pommier n'est pas intelligent, mais s'il subissait ce traitement pendant un laps de temps, il commencerait à se méfier de quelque chose. Et si vous deviez sortir de la puissante classe engagée dans le commerce une centaine de bons hommes pour en mettre une centaine de mauvais, ou pour y introduire une institution démoralisante, ce qui revient au même, le dollar, qui n'est pas beaucoup plus stupide qu'un pommier, ne finirait-il pas par le découvrir? La valeur du dollar est sociale parce qu'il a été créé par une société. Tout homme qui s'introduit dans une ville avec en lui un talent ou une habileté monnayable donne au travail de chaque homme de la ville une nouvelle valeur. Si le talent apparaît partout dans le monde, la communauté des nations s'enrichit, et mieux encore, avec un degré supérieur de droiture. Les dépenses liées à la criminalité, les fardeaux les plus lourds pour chaque pays, sont de beaucoup réduits. En Europe, la criminalité est liée au prix du pain. Si les Rothschild de Paris n'acceptent pas les factures, les gens à Manchester, à Paisley, à Birmingham sont obligés de prendre la route, et les propriétaires fonciers sont abattus en Irlande. Les dossiers de la police l'attestent. Les vibrations sont en fait ressenties à New York, à la Nouvelle-Orléans et à Chicago. Autrement dit, le pouvoir économique touche les masses à travers les seigneurs politiques. Rothschild refuse le prêt russe et il y a la paix et les récoltes sont épargnées. Il l'accepte et c'est la guerre et l'agitation à travers une grande partie de l'humanité, avec toutes ses conséquences hideuses, se terminant par une révolution et un nouvel ordre. La richesse est assortie de ses propres freins et contrepoids. La base de l'économie politique est la non-ingérence. La seule règle de sécurité se trouve dans la mesure autorégulatrice de l'offre et de la demande. Ne légiférez pas. Intervenez et vous brisez ses forces avec vos lois financières. Ne faites pas de cadeaux, faites des lois égalitaires. Protégez la vie et la propriété, et vous n'aurez pas besoin de faire l'aumône. Ouvrez les portes au talent et à l'éthique, et ils se feront justice eux-mêmes, et la propriété ne sera pas entre de mauvaises mains. Dans une communauté d'États libres et justes, la propriété passe rapidement de l'oisif et de l'imbécile à l'industrieux, courageux et persévérant. Les lois de la nature jouent à travers le commerce, comme la pile des jouets présente les effets de l'électricité.
Le niveau de la mer n'est pas plus sûrement conservé que l'équilibre de la valeur dans la société l'est par l'offre et la demande. Et l'artifice ou la législation se punit par des réactions, des inflations et des faillites. Les lois suprêmes jouent indifféremment à travers les atomes et les galaxies. Celui qui sait ce qui se passe pour l'obtention et la dépense d'une miche de pain et d'une pinte de bière sait que rien ne changera les limites rigoureuses de ses productions, que tout ce qui est consommé réduit le contenu du panier et du fût. Il comprend toutefois que ce qui en sort n'est pas gaspillé, mais dépensé à bon escient s'il nourrit son corps et lui permet d'achever sa tâche. Il apprend toute la politique économique que lui enseignent les budgets des empires. L'intérêt de l'économie à petite échelle est cette symbolisation de la grande économie, la manière dont une maison et les méthodes d'un homme privé correspondent au système solaire et aux nécessaires concessions mutuelles partout dans la nature. Et quelque méfiants que nous soyons des faussetés et des petites ruses que nous jouons de façon suicidaire les uns contre les autres, chacun y trouve son compte toutes les fois que ses affaires touchent aux faits inévitables, quand il voit que les événements ou les conjonctures dictent eux-mêmes le prix, comme elles tendent toujours à le faire, et qu'on l'observe de la même façon dans les grandes entreprises. Votre papier n'est pas assez fin ou assez brut, trop lourd ou trop mince. Le fabricant vous fournira l'épaisseur ou la finesse précise que vous désirez. Le motif lui est assez indifférent. Lui, il vend toutes sortes de papiers, moins chers ou plus chers selon les prix indiqués. 1 kilo de papier coûte tellement cher que vous pouvez le faire fabriquer selon votre fantaisie. Il y a dans toutes nos transactions une autorégulation qui remplace l'hypocrisie. Vous allez louer une maison, mais vous voulez l'avoir à bon marché. Le propriétaire peut réduire le loyer, mais il s'abstient de faire les réparations nécessaires. Vous n'obtiendrez pas la maison désirée, mais une maison dans une moins bonne condition et le risque qu'une relation plus ou moins dommageable s'établisse entre le propriétaire et vous. Vous renvoyez votre ouvrier en disant « Patrick, je vous rappellerai dès que j'aurai absolument besoin de vous ». Patrick s'en retourne content, car il sait que les mauvaises herbes poussent avec les pommes de terre et que les vignes doivent être plantées la semaine prochaine. De plus, peu importe votre réticence, les cantaloups, les courges, torticolis et les concombres l'enverront chercher. Qui doit souhaiter que tout le travail et la valeur correspondent au même marché austère et désuet? Si c'est le meilleur de son genre, il le fera. Nous avons besoin de menuisiers, de serruriers, d'agriculteurs, de prêtres, de poètes, de médecins, de cuisiniers, de tisserands, de valets d'écurie, chacun à son tour, tout au long de l'année. Si une poire se vend pour $1, il en coûte $1 pour la cultiver. Si à Boston, les meilleurs titres offrent 12% pour des placements, ils n'ont que 6% de risque. Vous ne pouvez pas voir pourquoi la poire fine vous coûte $1, mais elle coûte énormément à la communauté. Le dollar représente le nombre de concurrents de la poire et le risque de mûrissement. Le prix du charbon montre l'étroitesse de la houlière et le confinement forcé des mineurs dans un certain district. Tous les salaires sont calculés sur les contingences et sur les services réels. On pourrait penser que toutes les choses ont un seul prix, que rien n'est bon marché ou cher, et que les disparités apparentes qui vous frappent ne sont que l'astuce d'un commerçant pour dissimuler les effets négatifs de votre marché. Un jeune homme venant de sa ferme natale du New Hampshire, dont les souvenirs sont toujours frais, se rend dans un hôtel de première classe et pense qu'il doit en quelque sorte déjouer le docteur Franklin et Malthus, car le luxe est bon marché. Mais il paie pour l'agrément d'un meilleur repas. De temps à autre, il aura peut-être l'impression d'avoir laissé les muses à la porte de l'hôtel et trouvé les furies à l'intérieur. L'argent coûte souvent trop cher, et le pouvoir, comme le plaisir, n'est pas bon marché. Un poète de l'Antiquité disait « Les dieux vendent toutes choses à juste prix ». Il y a un exemple de compensation dans l'histoire du commerce de ce pays. Lorsque les guerres européennes ont entrepris le commerce mondial des marchandises, de 1800 à 1812, il arrivait, à l'occasion, qu'un cargo américain soit saisi.
Bien entendu, le propriétaire subissait une perte considérable, mais le pays a été dédommagé. Le prix du coton, du tabac et d'autres produits a augmenté, ce qui a compensé les risques de perte et apporté une immense prospérité, des mariages plus précoces, des fortunes individuelles, la fondation de plusieurs villes et États. Et la guerre terminée, nous avons reçu en plus des indemnisations par traité pour toutes les saisies. Bref, les Américains sont devenus riches et prospères, mais non sans conséquences. La France et l'Allemagne, appauvries par nos extraordinaires profits, nous ont envoyé d'abord des milliers puis des millions de gens pauvres qui, attirés par la renommée de nos bénéfices, ont voulu partager la récolte. Dans un premier temps, on les a embauchés et ils ont accru notre prospérité. Mais dans le système artificiel de la société et du travail protégé que nous avons aussi adopté et élargi, il y a actuellement des contrôles et des arrêts. On a alors refusé d'employer ces pauvres gens qui se sont retrouvés au chômage, et maintenant ils nous coûtent aussi cher que s'ils s'étaient salariés. De plus, une grande proportion des crimes sont désormais commis par ces étrangers. Nous devons assumer le coût de la criminalité et des frais de cour, les séjours en prison et la présence permanente d'une police dissuasive. Je ne calculerai pas le coût de l'éducation et de la prospérité de ce formidable pays. Toutefois, le montant brut de ces coûts commencera à rembourser ce que nous pensions être un gain net de nos clients transatlantiques de 1800. Il aurait été vain de refuser ce paiement. On ne peut pas se défaire de ces gens et de leur volonté d'être aidés. C'est devenu un élément incontournable de notre politique. Chaque parti dominant les courtise et les soutient pour obtenir leur vote. De plus, nous devons payer non pas pour ce dont ils se seraient satisfaits chez eux, mais pour ce qu'ils ont appris être nécessaire ici, de sorte que cette conviction, cette envie et toutes sortes de considérations morales compliquent le problème. Il y a peu de mesures d'économie qui supportent d'être nommées sans dégoût, car le sujet est sensible et nous pouvons facilement en avoir trop entendu. À cet égard, il ressemble aux hideux animalcules dont nos corps sont fabriqués et qui, repoussant dans le détail, forment pourtant des amoncellements très utiles et efficaces. Notre nature et notre intelligence nous obligent à respecter les fins alors que nous utilisons les moyens. Nous devons prendre les moyens. Pourtant, dans notre utilisation la plus appropriée, nous les masquons et les camouflons d'une manière ou d'une autre, car nous ne pouvons leur accorder une quelconque pureté que par un reflet de la réussite finale. C'est la bonne intelligence qui sert la fin et commande les moyens. Les crapules sont corrompus par leurs moyens les dépassent et ils oublient leur fin. Voici 5 points d'économie. Premier point. La première de ces mesures de bonne intelligence est que les dépenses de chaque homme doivent correspondre à son caractère. Tant que votre intelligence achète, l'investissement est sûr, même si vous dépensez comme un monarque. La nature dote chaque individu d'une certaine faculté qui lui permet de réussir facilement quelque chose d'impossible à tout autre et le rend ainsi nécessaire à la société. Cette détermination innée guide son travail et ses dépenses. Il veut des moyens et des outils propres à son talent, et économiser sur ce point serait neutraliser l'intensité particulière et la contribution de chaque esprit. Accomplissez votre travail en visant l'excellence et non l'acceptabilité. C'est une forme d'économie telle qu'elle représente à juste titre l'ensemble de l'économie. La prodigalité ne consiste pas à dépenser pendant des années ou à remplir des coffres d'argent, mais à dépenser selon la direction de votre carrière. Le délit qui mène à la banqueroute les hommes et les États, c'est le travail à la tâche qui s'éloigne de votre conception première pour emprunter un tour par-ci, par-là. Rien n'est indigne de vous si c'est dans le sens de votre passion. Rien n'est grand ou désirable s'il en est autrement. Je pense que nous pouvons conclure ici que la société ne peut jamais prospérer, mais doit toujours être considérée en échec jusqu'à ce que chaque individu fasse ce pourquoi il a été créé.
Déboursez pour vos dépenses et réduisez la dépense qui n'est pas la vôtre. Alston le peintre avait l'habitude de dire qu'il construisait une maison simple et qu'il la meublerait simplement parce qu'il ne voulait soudoyer personne n'ayant pas les mêmes goûts que les siens. Nous sommes sociables et, comme les enfants, nous convoitons tout ce que nous voyons. Mais c'est un grand pas vers l'indépendance quand, en découvrant son talent propre, un individu s'affranchit de la nécessité de fausses dépenses. Soulagé de l'obligation imposée de devoir plaire à tout le monde, l'individu qui a trouvé sa voie peut investir dans son projet et laisser de côté toutes les autres dépenses. Laissons les nobles, ceux qui ont découvert qu'ils peuvent faire quelque chose, éviter tout gaspillage vague pour des projets inutiles pour eux. Que le réaliste ne se préoccupe pas des apparences, qu'il délègue aux autres les convenances et les formalités coûteuses de la vie sociale. Les vertus sont des économistes, mais certains des vices le sont aussi. Ainsi, à côté de l'humilité, j'ai remarqué que la fierté est de très bonne compagnie. Une bonne fierté vaut, selon moi, entre 30 et 100 000 $ par an. La fierté est belle, économique. La fierté éradique tant de vices qu'elle ne laisse subsister qu'elle-même. C'est de toute évidence une grande acquisition que d'échanger la vanité contre la fierté. La fierté peut se passer de domestique, de vêtements fins. Elle peut vivre dans une maison modeste, manger de la pomme de terre, du pourpier, des haricots, de l'extrait de maïs. Elle peut travailler la terre, se déplacer à pied. Elle peut converser avec des gens pauvres ou rester tranquille dans de beaux salons. Mais la vanité coûte de l'argent, de la main-d'œuvre, des chevaux, des hommes, des femmes, de la santé et de la paix, en ne correspondant jamais à rien, loin de là. Un seul inconvénient, les personnes fières sont égoïstes de façon intolérable et les vaniteux sont doux et généreux. L'art est une maîtresse jalouse, et si un homme a du génie pour la peinture, la poésie, la musique, l'architecture ou la philosophie, ça fait de lui un mauvais mari et un mauvais pourvoyeur. Il devrait donc être sage en temps opportun et ne pas s'encombrer de tâches qui le rendront amer et le détourneront de la sienne propre. Il y a bien des années, nous avions parmi nos hommes instruits une sorte de fanatisme arcadien, un désir passionné de s'installer sur une terre et de combiner l'agriculture à des activités intellectuelles. Beaucoup ont atteint leur but et ont fait une expérience, et certains sont devenus carrément des laboureurs. Mais tous ont été guéris de leur croyance que l'érudition et la pratique de l'agriculture pourraient être compatibles. La tête basse et bien déterminée, le savant blême quitte son bureau pour respirer plus librement et clarifier sa pensée dans une promenade au jardin. Il se penche pour arracher un plant de pourpier ou d'oseille qui étouffe le jeune maïs, et il s'aperçoit qu'il y en a 2 tout près, puis un 3e. Il tend la main vers un 4e pour en voir des centaines derrière lui. Il est agité et déstabilisé, et sort peu à peu de son rêve insensé de mouron et d'amarante pour se souvenir de sa pensée matinale et pour constater qu'avec ses ambitions prométhéennes, il a été dupé par un pissenlit. Un jardin est comme ces machines pernicieuses qui attrapent le vêtement ou la main d'un homme, entraînant son bras, sa jambe et tout son corps dans une mort inévitable et dont nous lisons les méfaits tous les mois dans les journaux. En une heure maléfique, il avait abattu son mur et ajouté un champ à sa propriété. Aucune terre n'est mauvaise, mais le champ est plus aride. Si un homme possède un champ, il appartient au champ. Qu'il tente désormais de quitter sa maison, s'il l'ose. Chaque arbre et greffe, chaque monticule de melon, de rangée de maïs ou de haie d'aubépine, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a souhaité faire se dresse sur son chemin comme des dunes quand il passe sa porte. L'attachement à ses vignes et à ses arbres lui est toxique. De longues promenades libres, un long circuit, libèrent son cerveau et sont utiles à son corps. Les longues randonnées ne lui sont pas difficiles. Il croit pouvoir créer facilement sur les collines, mais ce bricolage dans quelques mètres carrés de jardin est décourageant et discréditant. L'odeur des plantes l'a drogué et lui a subtilisé de l'énergie. Il se sent léthargique. Il devient grincheux et mesquin. Le génie de la culture et celui du jardinage sont antagoniques, comme l'électricité résineuse et vitreuse.
L'une est une concentration d'étincelles et de chocs, l'autre est une force diffuse, de sorte que chacun disqualifie son ouvrier pour les tâches de l'autre. Un graveur, dont la touche doit être exquise et délicate, ne doit pas monter des murs de pierre. Le chercheur de vérité abstraite a besoin de périodes d'isolement et de profonde concentration, et de faire pratiquement abstraction de son corps pour penser. Point numéro 2. En second lieu, dépensez selon votre capacité et méthodiquement. La nature passe par la discipline, non par les caprices et les élans. Il doit y avoir un système dans les économies. Les épargnes et les achats à bon marché n'empêcheront pas la famille la plus misérable de se ruiner, pas plus que les revenus plus élevés ne rendront la dilapidation moins risquée. Le secret du succès ne réside jamais dans la somme d'argent, mais dans la relation du revenu aux dépenses, car après que la dépense a été fixée à un certain niveau, on ajoute régulièrement de nouveaux revenus modestes et c'est le début de la richesse. Mais en temps ordinaire, au fur et à mesure que les moyens augmentent, les dépenses croissent plus vite, de sorte que les revenus élevés, en Angleterre et ailleurs, sont superflus. La catégorie de la dette ne réduit pas son ampleur. Quand le mildiou attaque la pomme de terre, à quoi cela sert-il de planter de plus grandes cultures? En Angleterre, le pays le plus riche de l'univers, des observateurs perspicaces m'ont assuré que les nobles n'avaient pas plus d'argent à donner que les autres, que la générosité avec l'argent est une vertu aussi rare et aussi spontanément célèbre qu'elle l'est ici, en Amérique. Le besoin est un géant en croissance que le manteau de l'avoir n'a jamais été assez grand pour couvrir. C'est une règle générale dans ce pays que les revenus plus élevés n'aident personne. Il est communément observé qu'une richesse soudaine, comme un lot gagné à la loterie ou un important legs à une famille pauvre, n'enrichit pas de façon permanente. Ces gens n'ont pas fait l'apprentissage de la richesse, et avec la richesse rapide viennent des exigences rapides qu'ils ne savent pas refuser, de sorte que le trésor est rapidement dissipé. Chaque forme d'économie doit posséder un système, sinon les meilleurs avantages ne sont pas à sa portée. Une ferme est une bonne chose quand elle se suffit à elle-même sans avoir besoin d'un salaire ou d'un atelier pour la conserver. Ainsi, le bétail est le maillon principal de la chaîne. Si l'agriculteur non conformiste ou philosophe laisse tomber le bétail sans laisser de côté le besoin satisfait par le bétail, il doit combler le vide en mendiant ou en volant. Autrefois, la ferme fournissait tout ce qui était nécessaire à la consommation. Elle ne produisait pas d'argent et l'agriculteur s'en passait. S'il tombait malade, ses voisins venaient à son aide, chacun donnait une demi-journée ou une journée de travail, ou prêtait l'attelage de ses bœufs, ou bien son cheval, et son travail se poursuivait. Il arrachait ses pommes de terre, fauchait son foin, moissonnait son seigle, sachant bien que personne ne pouvait se permettre d'engager du travail sans vendre sa terre. En automne, un fermier pouvait vendre un bœuf ou un porc et gagner un peu d'argent pour payer des impôts. Maintenant, le fermier achète presque tout ce qu'il consomme, la vaisselle, les vêtements, le sucre, le thé, le café, le poisson, le chauffage, des billets de train et des journaux. Il faut un maître d'art dans tous les domaines parce que la pratique n'est jamais figée ou définitivement acquise, mais elle change dans vos mains. Vous pensez que les bâtiments agricoles et les vastes terres cultivées constituent une propriété solide, mais sa valeur glisse comme de l'eau. Il faut la surveiller attentivement, comme si vous étiez en train de décanter le vin d'un tonneau. L'agriculteur sait quoi en faire. Il colmate chaque fuite, transforme tous les ruisseaux en un réservoir et décante le vin. Mais une erreur survient qu'il tente de réparer et tout lui échappe. Il en est de même avec les rues de pierre ou le bois d'œuvre des cantons, comme avec les fruits ou les fleurs. La ferme n'est pas non plus un investissement si stable qu'elle puisse être laissée sans une surveillance incessante, comme le montre l'histoire de chaque tentative de bloquer un héritage de 2 générations pour un héritier à naître.
Lorsque M. Cockayne s'achète un chalet à la campagne et qu'il garde sa vache, il pense qu'une vache est une créature à qui on donne du foin en échange d'un seau de lait 2 fois par jour. Or, la vache qu'il a achetée a donné du lait pendant 3 mois, puis son pis s'est desséché. Que faire avec une vache tarie? Qui va l'acheter? Peut-être achètera-t-il aussi un attelage de bœufs pour faire son travail, mais les bœufs sont bientôt à bout de souffle et boiteux. Que faire avec des bœufs à bout de souffle et boiteux? Le fermier, lui, les engraisse après le travail printanier et les tue à l'automne. Mais comment Cockayne, qui n'a pas de pâturage et qui sort de chez lui tous les jours pour se rendre au bureau, en voiture, peut-il s'embêter à engraisser et à tuer des bœufs? Il plante des arbres, mais pour garder les arbres dans les terres labourées, il faut de l'entretien. Sinon, à quoi ressembleront les récoltes? Il n'obtiendra rien d'autre que de l'herbe. Après 1 an ou 2, l'herbe devra être retournée et labourée. Et maintenant, quelle culture? Crédule M. Cockayne. Point numéro 3. L'aide vient selon la coutume du pays et la règle d'impera parendo, autrement dit, sous réserve de la règle. La règle n'est pas de dicter chacun de vos projets, ni d'insister sur leur exécution par un entêtement ignare, mais d'apprendre un point de vue pratique le secret révélé par toute la nature, à savoir que les choses elles-mêmes refusent d'être maltraitées et montrent à l'œil attentif leurs propres lois. Personne n'a besoin de faire des pieds et des mains. La coutume du pays fera tout. Quand j'ai acheté le terrain de ma maison, je ne savais pas comment construire ou planter, ni quoi faire avec le terrain ou avec le champ, ni comment acheter du bois ou une terre à bois. Ne craignez rien, tout est établi bien à l'avance, selon la coutume du pays, qu'il s'agisse de sabler ou de glaiser, de labourer et de s'habiller, de faire pousser le gazon ou le blé. Et vous n'y pouvez rien, ni pour l'aider, ni pour l'entraver. La nature a sa propre façon de faire chaque chose, et elle nous le signale clairement si nous gardons nos yeux et nos oreilles ouverts. Sinon, elle ne tarde pas à nous détromper quand nous préférons notre propre voie à la sienne. Combien de fois nous devrions nous souvenir de l'art du chirurgien qui, en replaçant l'os cassé, se contente de libérer les parties de la fausse position où elles se trouvent? Elles se remettent rapidement en place par l'action des muscles. Tout notre art repose sur cet art de la nature. L'un des 2 éminents ingénieurs en construction des chemins de fer en Angleterre, M. Brunel, avait planifié un trajet direct d'un terminus à l'autre, passant à travers les montagnes, les cours d'eau, traversant les autoroutes, coupant les domaines ducaux en 2 et traversant la cave de cet homme. Il arriva ainsi à sa fin au grand plaisir des géomètres, mais avec un coût élevé pour sa compagnie. M. Stevenson, au contraire, convaincu que la rivière connaît le chemin, a suivi sa vallée aussi implicitement que notre chemin de fer de l'Ouest suit la rivière Westfield, et s'est avéré être l'ingénieur le plus sûr et le moins cher. Lorsqu'un citoyen de Dock Square ou Milk Street achète un terrain à la campagne, sa première pensée est d'avoir une belle vue de ses fenêtres. Sa bibliothèque doit dominer une vue à l'ouest avec un coucher de soleil tous les jours, baignant le contrefort de Blue Hills et les sommets de Monadnock et Oukanonock. Il ne peut croire obtenir autant de splendeur pour si peu. Il rêve, presque les larmes aux yeux, de poser la première pierre de sa maison. Mais l'homme qui doit niveler le sol pense qu'il faudra des centaines de charges de gravier pour remplir le creux de la route. Puis, le citadin apprend que son prédécesseur, l'agriculteur, a construit la maison au bon endroit pour le soleil et le vent, la source et le drainage de l'eau, la commodité du pâturage, du jardin, du champ et de la route. L'usage a rendu le fermier sage, et le citoyen rêveur apprend à tirer parti de ses conseils. Point numéro 4. Un autre point d'économie est de chercher des récoltes de même nature que ce que vous semez. L'amitié est source d'amitié. La justice favorise la justice. L'action militaire appelle le succès militaire, et le talentueux poète peut atteindre la célébrité et le crédit littéraire, contrairement au moins doué. Pourtant, il y a généralement une confusion des attentes sur ces points. Enfin, il faut jeter un coup d'œil dans les recoins intérieurs. C'est une doctrine de la philosophie que l'homme est un être d'amplitude.
tout ce qu'il y a dans le monde trouve écho dans son corps étant une sorte de miniature ou de résumé du monde. C'est ainsi que tout ce qu'il y a dans son organisme se répercute dans son esprit, et ce qui réside dans son cerveau se reflète dans son système moral. Dernier point, point numéro 5. Ces mouvements sont aussi dans la nature des choses. Quoi que nous fassions, nous devons toujours avoir un but supérieur. Ainsi, il est une maxime qui dit que l'argent est une autre forme de sang. Autrement dit, la propriété d'un homme est seulement une sorte de corps plus vaste qui autorise un schéma analogue à celui du système de circulation sanguine. Toutes les maximes des marchands rappellent ce sens élargi de l'économie, comme l'indiquent les suivantes. La meilleure utilisation de l'argent est de payer des dettes. Chaque entreprise doit subsister par elle-même. Le meilleur moment est le moment présent. Le bon investissement est celui que vous faites dans les outils de votre commerce, et ainsi de suite. Les maximes largement répandues dans les salles de compte sont des lois de l'univers. Le système économique du marchand est un symbole grossier de l'économie de l'âme. C'est dépenser pour le pouvoir et non pour le plaisir. Il s'agit d'investir des revenus, c'est-à-dire d'assimiler les détails aux généralités, les jours à l'ensemble d'une époque symbolique, émotive et concrète de sa vie, et continuer d'accroître son investissement. Le marchand n'a qu'une seule règle, assimiler et investir. Il doit être capitaliste et les bénéfices ne doivent pas servir à augmenter les dépenses, mais être rajoutés au capital. Son corps et tous ses organes sont soumis à la même loi. Son corps est un vase dans lequel l'élixir de la vie est stocké. Va-t-il dépenser pour le plaisir? Il est rapide et facile de se ruiner. Ne va-t-il pas dépenser mais amasser pour le pouvoir? Il passe à travers les fermentations sacrées par cette loi de la nature où tout grimpe vers des plateformes plus élevées et la vigueur corporelle devient la vigueur mentale et morale. Le pain qu'il mange constitue la première force et les esprits animaux. Il devient, dans les laboratoires supérieurs, imagerie et pensée, et dans des résultats encore plus élevés, le courage et l'endurance. C'est le bon intérêt composé, c'est le capital doublé, quadruplé, centuplé, l'homme élevé à son plus haut pouvoir. La véritable économie est toujours de dépenser sur le plan supérieur, investir et investir avec plus d'avarice qu'il peut dépenser dans la création spirituelle et non dans l'accroissement de l'existence animale. L'homme ne s'enrichit pas non plus en répétant les vieilles expériences de la sensation animale, à moins qu'à travers les nouveaux pouvoirs et les plaisirs ascendants, il ne se connaisse lui-même par l'expérience réelle du bien supérieur pour être déjà en route vers le plus haut. La richesse peut être accueillie comme le moyen de la liberté et du bien, mais elle doit garder sa place humble, car ces soi-disant biens ne sont que l'ombre du bien.